question 2. Les conclusions tirées. Le tableau ci-contre représente les résultats de dosage des hormones notées H1, H2, H3 et H4 chez une femme pendant 4 jours de cycle. Analysez les données, petit a, analysez les données pour retrouver le nom de chacune de ces hormones-là. Bien, on voit que l'hormone H1, quand vous la voyez, elle augmente du 1er mai et atteint un maximum, son pic, de 250 unités arbitraires vers le 2 mai, avant de chuter à partir du 3 mai. Le pic de cette hormone précède ceux de H2 et de H3 quand vous regardez le tableau. Donc cette hormone-là, elle précède, son pic en tout cas précède celui de H2 et de H3. Cette hormone H1 ne peut donc être que l'ostradiol ou les oestrogènes. Donc H1, on peut dire que augmente. Vous n'avez qu'à voir sensiblement du 1er mai, augmente du 1er mai, comme vous le voyez, atteint un maximum, atteint son pic, atteint un maximum de 250 vers le 2 mai, et on voit que ce pic-là, avant de chuter, et son pic précède ce pic, que vous voyez, précède et déclenche, on peut même dire, celui de H2, dont on déterminera le nom tout à l'heure, et H3, dans l'ordre des hormones. Cette hormone est visiblement, conclusion, il ne peut s'agir que de l'ostradiol. Conclusion, H1 égale quoi? Égale ostradiol. Vous pouvez dire oestrogène, il n'y a aucun problème. Oestrogène. Donc cette hormone H1 se trouve être l'ostradiol ou oestrogène. Quant à l'hormone suivante, hormone H2, cette hormone, elle présente un pic vers le 3 mai, soit un jour après le maximum d'oestrogène. H2 présente un pic vers le 3 mai, c'est-à-dire un jour après le maximum d'oestrogène. H2 ne peut être que la LH. H2, un pic prononcé un jour après celui de H1, c'est-à-dire l'ostradiol. Quelle est cette hormone qui connaît un pic un jour après celui de l'ostradiol? Donc, ça ne peut être que la LH. Conclusion, cette hormone H2 qui évolue de cette sorte ne peut être que la LH, responsable de l'ovulation, qu'on va le voir plus tard. L'hormone suivante, la H3, elle a à peu près le même pic, mais un pic plus faible que celui de LH. Elle est synchrone à la LH, mais son pic est moins prononcé, moins élevé. Ça ne peut être que la FSH. Un pic plus faible que celui de la LH de tout à l'heure. Elle est synchrone à celle-ci, elle évolue un peu comme elle, mais malheureusement, si on peut s'exprimer comme ça, son pic est plus faible. C'est grâce à cela d'ailleurs qu'on la reconnaît. Il s'agit donc, cette hormone H3, conclusion, cette troisième hormone dans l'ordre des hormones,
H3 se trouve être la FSH, Folliculo Stimulating Hormone. Voilà pour la FSH. La quatrième et dernière hormone proposée dans le tableau, celle-là, elle est uniquement sécrétée après que les pics de H3 et H2 aient eu lieu. Donc, elle est la dernière à intervenir, elle était masquée, elle n'était pas là du tout, elle apparaît après ces deux pics-là. Quelle est cette hormone qui apparaît après les pics de FSH et LH? Donc, ça ne peut être que la progestérone. Cette hormone apparaît après les pics de LH, luteinizing hormone, et FSH, folliculo stimulating hormone. Cette hormone H4 ne peut être que la progestérone. H4 égale progestérone. Voilà pour l'hormone H4. Et ici se termine la question petit a de la question 2, sous-question A, question 2, et on va aller vers la sous-question petit b, tout à l'heure. Question 2, suite de l'exercice, question 2. Partie A, c'est déjà fait. Partie B, maintenant, elle nous demande le type d'interaction qu'il y a à ce moment-là entre l'ovaire et l'hypophyse. Ce que l'on constate, c'est que vers le 2 mai, précisément, les ovaires vont sécréter une forte dose d'oestrogène. Cette forte dose exerce un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse à l'origine d'un pic de LH et d'FSH. Ce sont ces pics de FSH et LH qui permettent donc d'avoir la progestérone dans le milieu. Voilà un peu durant cette période les différentes interactions entre ces deux organes-là, l'ovaire et l'hypophyse. Donc on peut dire précisément que vers le 2 mai, donc, le pic des oestrogènes permet d'exercer un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse, qui sécrète à son tour, de fortes doses de LH d'un côté et de FSH de l'autre. Ce sont ces fortes doses qui sont à l'origine de la production de progestérone. À l'origine, ces fortes doses-là, de FSH et de LH, sont à l'origine de la production de la progestérone. Voilà, progestérone, elle dérive de ces fortes doses-là de LH et de FSH. Et ce sont ces fortes doses de FSH et LH qui ont induit à la production de progestérone. Ensuite, on va... La question 3 maintenant. Donnez alors le phénomène physiologique ayant eu lieu pendant cette période. Cette période, on a vu qu'il y avait un rétrocontrôle positif exercé par l'ovaire sur l'hypophyse sécrète de fortes doses de FSH. Là, ce sont ces doses qui sont à l'origine. Donc, le phénomène qui a eu lieu pendant ce temps, c'est tout simplement l'ovulation. Donc, la troisième question, elle dit ceci dans sa première partie. Elle dit, en se basant sur vos connaissances, situez cette période dans un cycle de 28 jours. Il y a un petit tableau qui accompagne. Donc, voilà. Il faut rechercher
dans un cycle de 28 jours, à quoi correspondent les 4 jours qui sont proposés. Le 1er mai, le 2 mai, le 3 mai et le 4 mai. Si nous avions un cycle plus long de 28 jours, à quelle période correspondrait chacun de ces jours-là? Donc c'est parti. On va se baser sur les dates proposées. Les taux hormonaux sont indiqués. Les taux hormonaux sont indiqués. Le jour du cycle demandé, on va rajouter, très bien. Le jour du cycle de 28 jours, les taux hormonaux correspondant aux 4 jours du tableau. Les 4 jours sont les suivants. Les 4 jours sont les suivants. Il s'agit précisément du 1er mai, du 2 mai, du 3 mai et du 4 mai. Pour cette femme-là, dans un cycle de 28 jours, à quoi correspondent ces 4 jours? Donc on a déjà au niveau du 4 mai, on a une sécrétion de progestérone. Si vous avez votre tableau là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a progestérone qui commence à être sécrété ici. Apparition de progestérone. Donc progestérone commence à apparaître de façon substantielle. On met le curseur ici sur cette date-là. On dit que l'apparition de progestérone, la production de progestérone à ce moment-là correspond à l'ovulation. L'ovulation, ça correspond précisément au 14e jour du cycle. Donc tout de suite, je marque 14e jour du cycle chez cette femme, cycle de 28 jours. C'est le 14e jour alors. Le 4 mai est un indicateur important. Il correspond ce jour-là à une production de progestérone. Donc quel phénomène a-t-il lieu? Il y a l'ovulation qui se situe au 14e jour. Et donc, si le 4 mai c'est le 14e jour, bien le 3 mai va être le 13e jour du cycle. On fait une marche arrière. Le 2 mai correspondrait au 12e jour du cycle, le 28 jours, et le 1er mai correspondrait au 11e jour du cycle. Voilà la correspondance qu'on peut faire en nous basant uniquement sur le 3 mai. Donc, les hormones correspondantes, on aurait un pic de LH et un pic de FSH moins élevé. FSH. Ce sont ces pics qui vont déclencher la production de progestérone. Donc, le 2 mai correspondrait au maximum des oestrogènes, le pic des oestrogènes. Les pics, ce sont les flèches que j'ai mis comme ça c'est les pics. Ce sont ces pics-là des oestrogènes qui déclenchent ces pics de FSH et de LH. Et ce sont ces pics de FSH et LH qui déclenchent l'apparition de progestérone, l'indicateur du 14e jour du cycle. Et donc, le 1er mai, c'est un jour avant, tout simplement, un jour J-1, avant le pic des oestrogènes. Donc voilà, ce qui est demandé de faire, c'est de trouver l'équivalence de ces 4 jours de cycle pour un cycle de 28 jours. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est de mettre le curseur sur cette date-là, le 4 mai. Elle correspond à la production de progestérone, et un événement important, c'est donc le 14e jour du cycle. Et donc, on recule d'un jour, ce qui fait que le 3 mai va correspond donc au 13e jour du cycle, le 2 mai, 12e jour, et le 1er mai, 11e jour du cycle. Voilà pour cette question. On va maintenant nous demander, toujours dans cette question, donner le phénomène physiologique ayant lieu durant cette période. Le phénomène qui a eu lieu durant cette période, c'est l'ovulation. Le phénomène qui a eu lieu durant cette période, j'ai oublié de marquer petit a ici, le petit b. Ce phénomène qui a eu lieu durant cette période-là, c'est l'ovulation. Le phénomène demandé se trouve être la pompe ovulatoire, c'est appelé l'ovulation. C'est l'ovulation qui a lieu le 4 mai, ici, pour cette femme. Alors, on va rechercher, c'est l'ovulation. Question 4, elle dit ceci. Pour mieux comprendre la relation entre l'hypophyse et les ovaires, on vous propose l'expérience suivante. Une gonome ovaire-électrolysée reçoit, durant 4 périodes de durée différentes, des éjections des hormones H1, H4, H1H4 selon des dosages de composition différentes.
pour chaque période, le taux moyen de H2 et H3 est mesuré. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-contre. Vous avez un tableau qui donne les différentes périodes. La période numéro 1, c'était avant l'éjection. À ce moment-là, les compositions des hormones H1 et H4, qui se trouvaient être, n'oubliez pas le début de l'exercice, les oestrogènes et la progestérone, les hormones ovariennes. À ce moment-là, n'oubliez pas que l'animal ovarien est optimisé, donc H1, les hormones ovariennes sont nuls, H1 et H4 sont 0. Pendant ce temps, H3 et H2 sont des hormones hypophysaires, leurs taux sont ceux qui sont indiqués dans le tableau. H3 supérieur à 15 mg par millilitre et H2 plus supérieur à 50 mg par millilitre. Voilà les hormones qui avaient été indiquées dès le départ. H1 et H4, ce sont les hormones ovariennes. H2 et H3, ce sont les hormones hypophysaires. Donc, durant la période numéro 1, vous avez les hormones ovariennes sont nuls, 0, 0. Les hormones hypophysaires, leur taux est élevé. FSH supérieur à 15, unité arbitraire, et LH supérieur à 50. Que s'est-il passé? Donc, on voit qu'en absence des hormones ovariennes, les taux des hormones ovariennes est élevé. Donc, parce qu'il n'y a pas de rétrocontrôle du tout exercé par l'ovaire. À ce moment-là, c'est l'hypophyse. Voilà pourquoi l'hypophyse devient fonctionnelle et les taux deviennent élevés. Donc, durant la période numéro 1, les taux d'hormones ovariennes sont nuls, les hormones hypophysaires sont élevés. On peut déduire qu'il n'y a pas de rétrocontrôle à ce moment-là négatif exercé par l'ovaire sur l'hypophyse. Ça, c'est la période numéro 1. Pour la période numéro 2, les oestrogènes sont de l'ordre de 70 mg. Les unités, c'est unité arbitraire. La progestérone, c'est 0. Les oestrogènes à faible dose, parce que les doses importantes, on va le voir par la suite, c'est des doses qui avoisinent les 300. Donc, avec une valeur de 70, on peut dire que dans ces conditions-là, les oestrogènes sont relativement faibles et la progestérone est nulle. Que s'est-il passé pour les taux des hormones ovariennes? FSH au lieu de 15 devient 6 et LH au lieu de 50 devient 4. Quelle conclusion peut-on en tirer? Avec un faible taux d'oestrogène, on a un rétrocontrôle négatif exercé par l'ovaire sur l'hypophyse. Voilà pour la question, pour les valeurs. Donc on va noter tout ça dans un tableau. On va dire ceci, la période. Alors ensuite, on va marquer les hormones. Il y a deux périodes d'hormones. C'est H1 ou H2. Hormones ovariennes. D'abord. Hormones ovariennes. Ici, vous avez les hormones hypophysaires. Elles sont reconnaissables par les chiffres qui sont indiqués, les indices. Hormones hypophysaires. Hormones hypophysaires. Et on a les conclusions qui s'imposent. On regarde la composition des hormones. Leur dosage permet de tirer les conclusions suivantes. Nous avons deux périodes pour le moment. Période. Deux périodes seulement. Période 1 et période 2. Période 1, avant les injections. L'animal étant ovarien ectomisé, taux des hormones ovariennes, c'est 0, c'est nul. Le taux de FSH et LH, FSH et LH, les taux sont élevés, plus pour dire élevés. Tout simplement. Les valeurs sont données, 15 supérieur à 15 pour FSH et supérieur à 15 pour FSH, supérieur à 50 pour LH. Donc les taux sont élevés dans le cas des hormones ovariennes. Qu'est-ce qu'on peut dire? En absence d'hormones ovariennes, les hormones hypophysaires restent élevées. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de rétrocontrôle à ce moment-là. On peut dire qu'en absence des hormones ovariennes, en absence des hormones ovariennes, les hormones ovariennes, oestrogène et progestérone. Donc,
il n'y a pas de rétrocontrôle de RC sur l'hypophyse. Voilà pourquoi l'hypophyse fonctionne de cette sorte-là. Il n'y a pas de frein. Pour l'exprimer autrement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que s'il n'y a pas d'hormone ovarienne, parce que l'animal ovarien est clonisé ou si c'est une femme ménopausée, donc le taux des hormones hypophysaires augmente. L'expérience 2 va valider les compositions. À ce moment-là, que s'est-il passé? Les oestrogènes autour de 70, et de valeurs relativement faibles, et progestérone toujours 0. Voyons maintenant ce qui va devenir des hormones hypophysaires. Dans ces conditions-là, FSH chute aux alentours de 6 au lieu de 15, LH au lieu de rester à 50 sur un 50, chute à 4 unités indiquées dans le tableau. Regardez ces chutes. Tout à l'heure, 15, maintenant c'est 6. LH, supérieur à 50, maintenant c'est 4. Tout ça, parce que les nitrogènes à ce moment-là sont faibles dans le milieu, et la progestérone est nulle. Progestérone égale 0, je voulais marquer 0. Dans ce cas, on peut dire qu'un faible taux d'oestrogène exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse. Faible taux d'oestrogène, ça fait chuter les taux des hormones ovariennes. Donc on peut dire qu'à faible dose, les oestrogènes seuls, parce qu'il n'y a pas de progestérone, exercent un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse. Voilà, on peut l'exprimer autrement, mais l'idée est là. C'est le tableau qui dit, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est le tableau qui dit. C'est valable. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux périodes notées 1 et 2. On va passer maintenant aux périodes suivantes. Petit b, ce qu'on va comparer à présent, au lieu de comparer période 1 et 2, on va comparer période 2 et 3. 2 et 3. Le 2 et 3, ça n'apparaît pas cette fois. En comparant les périodes 2 et 3. Il faut les voir au niveau du tableau. C'est le petit b, tu vois, c'est ici. Non, c'est pas le même tableau. Il n'y a pas de tableau. Non, il n'y a pas les autres réponses, c'est pas ce fameux tableau. Ok, d'accord. Tu vas répéter le petit b et tout, tu vas lire le tout. Ok, donc en comparant les périodes 2 et 3, je parle du sujet, j'avais oublié de mettre petit a pour le petit b. Donc petit b, c'est comparer les données des périodes 2 et 3. Quand on compare les périodes 2 et 3, on va constater une augmentation du taux des oestrogènes dans la période 3 qui passe de 70, période 2, à 300, période 3, au lieu de 60, bien sûr marqué, et une augmentation des hormones hypophysaires. 12 et 40 respectivement pour FSH et LH. On déduit qu'à forte dose, les oestrogènes exercent un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse. Donc, à faible dose, le rétrocontrôle exercé par l'œstrogène sur l'hypophyse, il est négatif, mais à forte dose, 70 à 300, donc désormais, les oestrogènes vont exercer un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse. Voilà ce qu'on peut dire en comparant les périodes 2 et 3. Donc, en comparant les périodes 2 et 3, on arrive à la conclusion, que les oestrogènes maintenant, à forte dose, ici c'est 300
au lieu de 700, de 70, exerce, je change cette phrase-là, exerce un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse. Si vous lisez les hormones ovariennes, les hormones hypophysaires, vous allez voir que le taux a sensiblement augmenté, un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse. Voilà l'idée qu'on retiendra de la comparaison entre les périodes 2 et 3. En me résumant rapidement, à faible dose, les oestrogènes exercent un rétrocontrôle négatif, période 2. À forte dose, les mêmes oestrogènes exercent un rétrocontrôle positif sur l'hypophyse. Voilà la comparaison. Donc on nous demande de comparer les périodes 3 et 4. C'est dans le tableau, vous allez regarder le tableau vous-même. La différence, on a maintenu un taux élevé des oestrogènes comme dans la question dans la période 3, mais on a ajouté dans le milieu la progestérone. Qu'en est-il advenu pour les hormones ovariennes? Elles sont restées toujours faibles. On s'attendait à ce qu'elles soient élevées parce qu'il s'agit d'un rétrocontrôle positif lorsque les oestrogènes sont pas doses, mais la présence de progestérone a empêché cette élévation attendue des hormones hypophysaires. En comparant maintenant, pour finir avec la question 4, en comparant les périodes 3 et 4 cette fois-ci, la conclusion qui se dégage, c'est qu'en présence de progestérone, le rétrocontrôle devient négatif. Parce que même si vous maintenez les oestrogènes à un taux élevé, comme dans le cas de la période 300 unités arbitraires ici, si la progestérone est là, ça y est, l'hypophyse demeure bloquée, donc il s'agit d'un rétrocontrôle négatif. Ce qu'on peut dire alors, c'est qu'en comparant les périodes 3 tout à l'heure et 4 de maintenant, on arrive à la conclusion qu'en présence de progestérone, le rétrocontrôle est toujours négatif. Le rétrocontrôle, bien sûr, ovarien, sur le rétrocontrôle est toujours négatif. Même si vous augmentez les doses d'oestrogène, ça ne sert à rien. C'est une règle d'or qu'il faut retenir longtemps. En présence de progestérone dans le milieu, le rétrocontrôle est toujours négatif. Voilà ce qu'on peut retenir de la question 4. Et la partie C de cette question 4. Période 3 et 4 comparées, la conclusion, ça dit dans le tableau. Les taux des oestrogènes sont élevés dans les deux cas, mais dans le quatrième cas et dernier cas, il y avait le progestérone dans le milieu, et donc le rétrocontrôle devient négatif. Voilà ce qu'on peut dire. Les chiffres, vous pouvez les regarder dans le tableau directement. Dernière question maintenant. À part des informations tirées de ces données, faites un schéma récapitulatif. On va essayer de le faire ensemble avec les moyens du bord, avec les couleurs que nous avons, les différents types de notre contrôle. Hypophyse, on aurait pu remonter plus loin. Hypophyse, ovaire, effecteur. Le principal effecteur est un utérus cité dans ce devoir. Il y a les autres effecteurs aussi qui. Bien. Nous savons que l'hypophyse n'est pas remontée jusqu'au niveau de l'hypothalamus, mais va sécréter deux hormones en direction de l'ovaire. Il s'agit de
FSH d'un côté, folliculo-stimulating hormone, qui permet la folliculogénèse, et la LH qui permet l'ovulation. L'ovaire à son tour va sécréter les oestrogènes, écrit comme ça oestrogènes, durant la phase folliculaire, les oestrogènes et la progestérone durant la phase lutéale. Un trait continu. Voilà le contrôle. Donc, à défaut de couleurs différentes, vous avez la FSH qui stimule les ovaires, la LH qui stimule les ovaires, et ces hormones viennent de l'hypophyse. Ce sont les hormones hypophysaires. L'ovaire, étant stimulé, va sécréter les oestrogènes par la tracée interne des follicules et selon deux situations différentes. Je mets petit f produit faible dose. À faible dose, ces hormones vont exercer un frein sur le complexe hypothalamo-hypophysaire à faible dose. Je mets S moins. Petit f, c'est faible dose. Si les oestrogènes sont à faible dose, ces hormones-là vont exercer un rétrocontrôle négatif sur le complexe. Mais à forte dose, mais grand F, produit forte dose, elles vont exercer un rétrocontrôle positif à l'origine de l'ovulation. Je vais mettre des points ici. Alors que si la progestérone est dans le milieu, le rétrocontrôle, quelles que soient les doses d'œstrogène et de progestérone, le rétrocontrôle devient négatif. Peu importe la dose. Vous avez un rétrocontrôle toujours négatif en présence de progestérone. La dose ne vous intéresse pas. Progestérone dans le milieu, le rétrocontrôle devient négatif. Donc voilà, les effecteurs maintenant. Ce petit schéma permet, en tout cas, dans le cas du devoir, permet de retrouver ce que nous avons déjà cité tout à l'heure. FSH stimule les ovaires, les follicules mûrissent, quelques-uns des follicules sécrètent des oestrogènes. Les oestrogènes, ça dépend des doses. Si les doses sont faibles, elles exercent un rétrocontrôle négatif de ces hormones sur le complexe. Si le taux des oestrogènes augmente pour dose, ça exerce un rétrocontrôle positif qui est à l'origine de l'ovulation. Qu'en est-il pour la progestérone? Après la LH qui va déclencher l'ovulation, vous avez le corps jaune qui apparaît, la progestérone dans le milieu, bien sûr la présence d'œstrogène. Mais si la progestérone dans le milieu, le rétrocontrôle devient toujours négatif. Voilà de façon extrêmement résumée ce qu'on peut dire sur les interactions entre l'hypophyse et l'ovaire. Et sur ce point que nous allons terminer en vous remerciant et en vous souhaitant bonne chance pour le baccalauréat. Bonsoir et à très bientôt.